Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Comment allier la carrière avec la vie de famille, que ce soit le couple ou les enfants? Voici notre sujet après avoir parlé de la culpabilité, la pression, la performance, les coups bas, etc. On en a un peu parlé, ceci dit, tout au long des émissions, la famille, les enfants, parce que c'est un peu inévitable finalement d'en parler quand on parle de la femme, de la carrière. On parle forcément de sa vie personnelle, de la vie à la maison, d'où d'ailleurs la lutte et le combat que beaucoup vivent. Et on va voir aujourd'hui comment c'est possible de concilier à la fois la carrière et puis à la fois la vie de famille et la vie de couple. Et avec Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Tu vas toujours bien? Oui. Toujours aussi belle. Merci, toi aussi. Oh, regardez ce beau collier. Ouais. T'es magnifique. Ouais, t'es très très belle. Bref, passons au sujet du jour. Oui, on fera une autre émission sur le sujet si tu veux une autre fois. Comment concilier la vie de famille avec une carrière? Est-ce que c'est possible? Parce qu'on a vu la priorité d'une femme reste sa famille. La Bible nous enseigne à nous en tant que femmes qu'on doit savoir tenir notre maison, qu'on doit s'occuper de notre mari, qu'on doit s'occuper de nos enfants. Donc, est-ce que c'est quand même un petit peu un mythe ou alors il y a quelque chose, il y a un moyen de pouvoir y arriver? La conciliation travail-famille, c'est au cœur même des préoccupations de toute femme qui travaille et qui a une famille. Et c'est même au cœur des préoccupations de la société. En tout cas, ça doit l'être si la société veut vraiment avancer à ce niveau-là. Je me rappelle, je lisais un article justement en préparation de cette émission de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. Et il se faisait un article en République du Corée en expliquant comment ils reconnaissent la main-d'œuvre féminine, oui, la main-d'œuvre féminine comme étant un élément important pour le développement durable. C'est important d'avoir des femmes qui travaillent, c'est important de pouvoir donner un cadre pour que ces femmes-là puissent concilier avec leur famille pour leur permettre de rester dans le marché du travail. Et eux, en tant que société, en tant que gouvernement, ils avaient mis en place des mesures où est-ce qu'ils récompensaient les compagnies qui avaient un plan pour la conciliation travail-famille. Par exemple, qui avaient des garderies au milieu de travail. Ils donnaient des rabais, des avantages dans les taux d'intérêt, des avantages fiscaux à ces compagnies-là. Oui, pour encourager la conciliation. Des compagnies qui donnaient du temps partiel, qui avaient une bonne représentation des femmes dans des hautes fonctions. Donc, parce qu'ils savaient que si la femme a des bonnes conditions et qu'elle est capable d'allier les deux, elle va mieux travailler. Parce que le leadership féminin est forcément différent du leadership masculin. Et la femme, comme on a dit au début de la semaine, qui est une personne qui est capable de voir les choses sous différents angles. Donc, même dans sa gestion, elle aurait une gestion plus souple, parce qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui voit le potentiel dans les autres et qui amène ce potentiel à sortir et qui rallie les gens. Donc, la femme va être en mesure de faire ça, mais pour qu'elle le fasse, il faut qu'elle soit capable de concilier les deux. Et oui, en tant que société, il y a ça, mais nous-mêmes aussi, les femmes, moi-même, je me donne un exemple premier, la conciliation travail-famille, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément, de m'assurer que j'ai toujours cet équilibre-là. Et ça reste un défi. Ça reste un défi constant, un défi quotidien. Et quand on parle du couple, c'est sûr que ces deux personnes, la décision de travail, on l'a dit en début de semaine, c'est une décision qui se fait à deux, selon les objectifs qu'on a, c'est des objectifs financiers ou juste des objectifs d'épanouissement personnel de l'autre. On a dit que l'homme doit tirer aussi sa fierté dans ce que devient sa femme. Donc, si ta femme a du potentiel, c'est tout à ton honneur que ce potentiel-là s'éclate. Tu peux avoir une femme qui a un talent artistique, elle veut se lancer dans quelque chose, c'est tout à ton honneur qu'elle le fasse. Mais la conciliation travail-famille, l'homme vient aider au niveau des tâches domestiques. Le soutien professionnel, c'est aider dans les tâches domestiques, c'est aider dans juste la souplesse aussi par rapport à la femme, par rapport à son horaire de travail. Et c'est aussi être conscient des stress ou des challenges qui viennent avec une femme qui travaille. Et la femme elle-même aussi doit être consciente de ça. C'est que même si je travaille et par exemple au travail je suis directrice, mais à la maison je ne suis pas directrice. À la maison je suis l'épouse de quelqu'un. Et comme tu disais hier, les valeurs bibliques de la soumission, du respect, ça s'applique même si je fais plus d'argent que mon mari. Il y a des couples où la femme fait plus d'argent que son mari. Mais tu dois quand même respecter ton mari. Tu dois quand même le valoriser. Et dans beaucoup de couples, le problème, c'est pas que la femme ait un poste à responsabilité, c'est l'attitude que la femme a après à la maison, d'avoir cette attitude de boss, comme elle dirige une équipe, elle dirige des hommes, et puis quand elle rentre à la maison, le mari est comme finalement un autre employé supplémentaire, qui on fait ci comme ça, et puis quand en plus vient de l'argent,
et que la femme gagne beaucoup d'argent ou gagne plus que son mari, si elle a une mauvaise attitude par rapport à ça, là, c'est clair que ça peut vraiment créer des conflits et que la conciliation, elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas dans le fait que la femme travaille, ne travaille pas, c'est vraiment dans la manière dont la femme va gérer ça à la maison. Hein. Et comment, justement, quand une femme gagne plus que son mari, quelle attitude sage cette femme doit avoir pour que son mari, ce ne soit pas une situation d'humiliation pour lui. Mais il faut reconnaître d'abord c'est quoi la base de votre couple. On avait fait une série justement sur l'argent et dans le couple, l'argent, le couple, et l'amitié, le couple aussi. Donc on parlait un peu de tout ça. Et des fois, il y a des situations qui vous arrivent qui vous permettent aussi de tester vos fondations. Et si par exemple vous êtes dans des situations, et moi à l'église on l'a beaucoup vu dans les années 90 où est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient immigré et ils avaient immigré et se retrouvaient que dans leur pays d'origine, l'homme travaillait, la femme était au foyer. Et dans l'immigration, ils sont arrivés un peu plus tard. Donc le mari n'a peut-être pas eu le temps de se recycler ou bien ses compétences n'ont pas été reconnues ici. Et s'est retrouvé qu'il ne travaillait pas et la femme travaillait. Et là, c'était totalement la débandade totale du couple parce qu'il y avait un renversement, entre guillemets, du pouvoir, en fait. Et la femme, maintenant, qui avait le pouvoir, tu te rendais compte, en fait, que la base de leur couple, en fait, leur fondation, c'était pas l'amour, c'était pas le respect, c'était plus, celui qui a l'argent, c'est celui qui dirige. Et donc là, c'est une occasion, en tant que femme, si tu fais plus d'argent que ton mari, c'est une occasion de revoir c'est quoi vos bases. Et si tu as une attitude hautaine envers ton mari, même dans ton cœur, c'est là que tu sauras que vos bases ne sont pas bonnes. Et des fois, ça vient t'apprendre, toi, le respect. Parce que c'est bien facile de respecter quelqu'un quand il a plus que toi. Mais le jour où tu as plus que lui, est-ce que tu es quand même capable de le respecter? Est-ce que tu es quand même capable de rester soumise? Et c'est là que tu vas te rendre compte que le Seigneur travaille plus, a besoin de plus travailler sur toi que sur l'autre. Parce que des fois, quand on a plus de liberté financière, tout d'un coup, on a plus de choix. Et là, tu vas remarquer des choses qu'avant, tu ne remarquais pas. Tu vas remettre en compte des choses. Et tu vas dire, bon, on ne s'entend pas, il n'est pas aussi ambitieux que moi, il me freine. Et c'est moi qui gagne l'argent, donc c'est moi qui décide. Exactement, et c'est pas ça. En fait, c'est que toi, tu as un problème de soumission, tu as un problème de respect. Et c'est là que le Seigneur vient aussi te travailler, toi. Donc, c'est vraiment important des choses comme ça qui nous arrivent pour remettre un peu les pendules à l'heure et pour tester notre vraie fondation. Parce qu'on l'a dit, c'est pas l'argent qui est la fondation de notre couple, c'est pas la carrière non plus qui est la fondation de notre couple. Et pour l'homme, comme pour la femme. L'homme pourvoit. Mais à la fin de la journée, l'homme ne va pas non plus délaisser sa famille pour son travail. Tu sais, la Bible nous dit dans Timothée que celui qui ne prend pas soin des siens, principalement des gens de sa famille, est pire qu'un infidèle, qu'un incroyant. Donc, c'est vraiment des situations comme ça qui viennent tester les fondations. Et c'est là maintenant qu'on se retrouve vraiment à se poser les bonnes questions. Et à partir de là. Il me semble que quand on avait fait l'argent et le couple, on avait dit un point qui était vraiment fondamental. Puis, ça peut peut-être aider à régler ce genre de renversement quand la femme gagne plus que le mari, c'est de considérer les finances du couple comme une unité. C'est un pot commun. Et donc, chacun contribue à la hauteur de ses capacités. Et du coup, ça change toute la vision, la perception des choses. C'est pas moi qui gagne plus que mon mari. Et tout le monde met dans le pot commun. Et puis, ça prend la forme d'argent, mais ça prend la forme de toutes sortes de choses de mettre dans le pot commun du couple. Et puis d'ailleurs, c'est vraiment l'idée de Dieu. C'est sûr par rapport au couple, mais par rapport aux finances, même en général, on voit les disciples, la Bible nous dit dans l'église primitive qu'ils mettaient tout en commun et qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Et que quelquefois, c'est triste de voir dans un couple que c'est un couple, c'est deux personnes et qu'il y a un pauvre dans le couple parce qu'on ne met pas en commun et qu'il y en a un qui se sert, un qui se nourrit, un qui dirige et l'autre qui n'a accès à rien, que ce soit la femme ou le mari. Et c'est une gestion qui est totalement biaisée de l'argent. Et on ne voyait pas dans l'église primitive non plus quelqu'un qui régnait sur l'autre parce que c'est lui qui avait mis plus de possession dans les finances répondaient aux besoins de l'église et des gens de l'église. On parle du couple. Quand on dit couple, vraiment quand deux personnes s'engagent, moi je vois même pas comment on peut se dissocier de l'unité en fait. Parce qu'on parle du couple, l'église primitive, on peut se dire, oui, c'est beaucoup de personnes, on est différents, on n'est pas de la même famille et tout. Mais quand on parle du couple, on parle vraiment de deux personnes qui se sont unies. Et l'unité, je pense que ça touche quand même tous les plans. Donc, on décide d'épouser quelqu'un, ça touche tous les plans. Donc, moi, en fait, j'arrive même pas à concevoir que pourtant, c'est des réalités que les personnes vivent. Mais il y a quelque chose qui a été biaisé dans le raisonnement à ce niveau-là, parce que le couple, selon Dieu, ça prend vraiment une unité. Surtout que Dieu nous appelle
comme on parlait de l'Église primitive, c'est des relations qui doivent même aller au niveau justement de l'Église. Donc, à combien plus forte raison si on le fait pas chez nous, un homme et une femme se marient, quoi. Puis il y a aussi une sagesse à avoir quand on est l'épouse et qu'on gagne plus que notre mari, ou pareil que notre mari, c'est de ne pas le rabaisser. Et puis l'homme, de ne pas le dire, enfin je veux dire, juste de ne pas le dire, de ne pas le souligner. Parce que l'homme peut être vraiment blessé, que la femme fasse remarquer, parce qu'on l'a dit dans d'autres émissions, mais d'une manière générale, les hommes ont ce réflexe de pourvoyeur et cette nécessité profonde d'être reconnu en tant que pourvoyeur. Ce qui fait que le minimum, mesdames, qu'on puisse faire pour nos maris, c'est de ne pas souligner qu'on gagne plus qu'eux si c'est le cas, et puis de valoriser le fait qu'ils sont des pourvoyeurs et de ne pas passer une seule occasion, de le remercier pour ce qu'il fait, de le remercier pour ses efforts, de le remercier parce qu'il se lève le matin, il rentre des fois tard le soir, et quand bien même nous aussi on rapporte de l'argent, je veux dire, notre couple, c'est une unité. Comme tu as dit, il ne faut pas perdre de vue que c'est une unité, et on est tous, je veux dire, les deux, on est dans le même bateau, on va dans la même direction. On n'est pas en compétition. Et il y a des femmes, moi je suis accablée de voir qu'il y a vraiment des femmes qui méprisent leur mari, puis qui disent, tu sais, je gagne plus que toi, c'est grâce à moi qu'on va en vacances. Mais arrêtez, taisez-vous. C'est le même porte-monnaie, c'est la même maison, c'est le même compte en banque, j'espère. La même famille. C'est la même famille, arrêtez. Il n'y a pas de compétition, c'est un seul porte-monnaie. Et concernant le couple, on a vu les finances, déjà lorsque ce problème-là est réglé, ça en règle beaucoup d'autres, parce que, comme tu dis, un mari qui va se sentir humilié, ça va produire vraiment rien de bon, ça va créer des disputes, un éloignement dans le couple, et on n'a pas besoin de ça. Il y a déjà assez de défis dans la vie pour maintenir son couple, pour faire grandir aussi son couple. Et par rapport à la carrière, on parlait du temps qu'on n'avait pas forcément à la maison, ou du temps qui nous manquait pour ci ou pour ça. Faut aussi choisir de prendre du temps volontairement pour son couple, parce qu'un couple qui n'est pas entretenu, on sait, c'est un couple qui va aller en se détériorant si on n'investit pas dans le couple. On va investir dans notre carrière, on va se lever tous les jours. Quand on a fait le choix d'une carrière, on va se lever tous les jours. On a un objectif à atteindre dans la journée, dans la semaine et dans le mois. Et puis quelquefois, on a l'impression que la famille, le mari et les enfants sont des choses totalement acquises, qui sont là pour notre bien-être quand on en a besoin, quand on est disponible. Mais en tant que femme, lorsqu'on a fait le choix de la carrière et qu'on est marié, il faut aussi assumer quand même ce rôle d'épouse. Oui, tout à fait. Il faut assumer ce rôle. Et moi, ça me fait rire parce que quand tu parlais, ça me rappelle, quand on finit le travail, des fois, on est comme ça, plusieurs à aller dans le parking, aller rejoindre nos véhicules. Et là, des fois, avec mes collègues qui sont mariés, on va se dire, là, le deuxième shift commence, là, parce que tu t'en vas pour ton deuxième shift. L'autre, la jeune fille, elle rentre chez elle et puis elle va... Sa journée finie. Là. Tu parles d'Aurélie? Ma journée n'est pas finie quand je rentre chez moi. Tu vois? Et de prendre cette conscience-là, c'est vrai que c'est un deuxième shift qui commence. Puis il n'est pas moins important parce qu'on n'a pas un salaire à la fin du mois, on doit le laisser aller. Et il y a des contraintes et on est fatigué, mais il faut le faire. Et quand on prend soin de son couple, c'est prendre du temps à deux, c'est aller au restaurant, vous pouvez vous le permettre, ou prendre le temps de se parler. Mais c'est aussi de ne pas oublier que la fatigue qu'on accumule pendant la journée, ce n'est pas une occasion non plus de ne pas faire face à nos devoirs conjugaux. Il y a beaucoup de couples qui souffrent dans leur sexualité. Pourquoi? Parce que madame est fatiguée, elle revient, elle a mal à la tête, elle n'a pas envie. Une journée passe, 2 journées passent, 3 journées passent, et puis après, ça devient une source de frustration. Puis chaque femme connaît ton mari. Tu connais ton mari, tu sais comment il se comporte quand il est frustré à ce niveau-là. Alors, s'il ne te raccompagne plus ou il manque de patience, il ne faut pas laisser le diable créer d'autres problèmes. Puis il ne faut pas non plus être bébé là, puis dire il ne me comprend pas, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Règle ce problème-là, puis on passe à autre chose. Et des fois, il y a des femmes qui se retrouvent dans des problèmes de couple, ou est-ce qu'ils ont des incompréhensions qui s'accumulent, parce que c'est pas tout de suite que tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que la femme, on le sait très bien, le désir sexuel de la femme n'est des fois pas aussi fort, mais aussi constant. Elle n'en a pas besoin tous les jours ou tous les 2 jours comme un homme. Donc, des fois, la femme elle trouve pas que c'est un problème. Oui, c'est peut-être OK, c'est pas régulier, mais c'est pas grave. Mais pour l'autre, c'est grave. Et c'est vraiment important, on n'en parle pas, mais il y a des couples qui ont des problèmes. Et si tu fouilles, la base ou la fondation, c'est qu'ils ont une discorde à ce niveau-là. Et c'est vraiment important de dire, et l'homme doit connaître sa femme et reconnaître que sa femme fait un travail demandant. Peut-être qu'elle est fatiguée, il ne faut pas non plus, c'est aussi un être humain. Il ne faut pas lui demander au-delà. Mais la femme doit reconnaître aussi qu'elle a un devoir à la maison.
Et elle doit prendre ça en considération et les deux doivent vraiment, il doit y avoir une transparence à ce niveau-là. Et des fois, beaucoup de couples qui ont des problèmes, on se rend compte qu'il y a toujours deux problèmes, il y a deux bases dans les problèmes de couple. Si ce n'est pas l'argent, c'est la sexualité. Bon, ben voilà, on a réglé le problème des finances, vous partagez votre argent. Maintenant, la sexualité, comment on règle ça du coup, Nadine? Bonne question. On met tout en commun. Non, mais c'est la communication d'abord. Et il y avait ton mari, justement, fait une belle émission avec Pasteur Franck sur l'intimité sexuelle chez l'homme. Et je invite les femmes à aller l'écouter pour voir comment les hommes ils réfléchissent par rapport à ça. Mais c'est sûr que c'est reconnaître. Des fois, les femmes, on minimise ce besoin-là chez l'homme. Mais nous, on aime bien qu'on reconnaisse nos besoins à leur juste valeur. Mais quand c'est pour l'homme, on minimise un peu. Oui, mais c'est pas grave. Non, c'est grave. Et c'est vraiment important, entre deux, de se parler. Et de se donner un... pas faire que de parler, apparemment. Oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir des attentes réalistes, tu vois. Si ta femme, elle a un travail de nuit, ben là, tu vois un peu. Donc, il faut être réaliste aussi. Si ta femme, elle a un travail très stressant où elle est, comme je disais la dernière fois, elle est comptable puis elle est en plein dans sa fin d'année financière, mais c'est d'avoir cette compréhension-là. Mais pour la femme aussi, de se rendre compte que c'est quelque chose que tu dois faire. Et tu le sais, tu dois le faire par plaisir. Tu le mets dans ta checklist. Non, mais des fois, tu le fais par plaisir, puis des fois, tu dois être conscient de le nombre de refus que j'ai. Ça s'accumule à un moment donné. Et ça fait partie de la sexualité, fait partie de la vie de couple. C'est pas juste s'asseoir et puis parler et puis se tenir la main. Ça fait partie de la vie de couple, il faut le faire. Et si ton travail te prend tellement que tu es fatigué tout le temps, ben c'est là maintenant de revoir aussi si parce que là, tu mets vraiment ton couple en danger. Tu mets ton couple en péril. C'est ta carrière ou ton couple et le mari se sent menacé. En tout cas, il se sent venir en seconde place parce que tu donnes toute ton énergie à un travail à accomplir pour tes dossiers, pour tes clients, pour ceci. Et puis, en tant que femme, tu n'as plus rien à lui offrir. Et c'est vrai que on peut vivre, et c'est pour ça que c'est pas une réussite en soi, la réussite professionnelle, parce que tu peux vivre le top à ton travail et puis rentrer chez toi, avoir un mari frustré, un mari déçu. Et puis quand on se rend compte qu'on a une vie de couple platonique depuis 6 mois, qu'on a eu cette super promotion, on se dit, finalement, la promotion, est-ce que... elle pouvait être bonne, mais peut-être qu'on l'a mal gérée et que la carrière ne doit pas devenir un ennemi dans le couple. Oui, moi je veux... Vas-y. Non, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que parfois, avec nos proches, on leur donne le moins possible. Pourtant, à l'extérieur, mais on se donne à fond, on est gentil avec des gens et tout, mais quand on rentre à la maison, ça devient vraiment comme si on était à la jungle, quoi. On parle mal, des trucs comme ça. Et pourtant, c'est à la maison, je pense qu'on devrait commencer par cultiver ce sentiment-là. Et c'est pareil pour un couple, c'est à la maison qu'on doit commencer à cultiver ces choses-là. Ce qui fait que l'homme, par exemple, là, comme on est en train de parler, ne va pas se retrouver comme je passe au second plan. Parce que si on réussit à cultiver cette relation où, voilà, on montre aux gens qui sont autour de nous que tu es important, c'est pas quand mon patron ou bien quand on m'appelle au travail que oui, je suis toujours disponible, mais toi, quand tu m'appelles, non, je suis pas disponible. Du coup, là, il faut vraiment qu'on sache que poser nos regards sur ce qui est important. Et on a dit que la famille, c'est après Dieu, il y a ta famille et puis il y a ton travail. Donc, le mari, les enfants, toute la famille, et il n'y a personne qui doit se sentir lésé. Il faut vraiment qu'ils comprennent que dans une maison, en fait, il puisse être établi le fait que, oui, une femme peut être carriériste, mais les choses qui comptent à mes yeux, c'est les personnes qui sont là autour de moi, en plus du fait que j'ai ma profession. Et tu dis vraiment quelque chose de bien, c'est que quand tu y penses, en fait, si tu prends un recul, tu penses ton couple, ça va être cette relation que tu vas garder le plus longtemps. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ton boulot, peut-être que tu vas le perdre demain, ou peut-être la compagnie va changer, comme tu disais. Tu iras à la retraite. Tu iras à la retraite, tu vois, tu vas pas le garder pour toute la vie, ton boulot. Tes enfants, ils vont grandir, puis ils vont aller, ma fille, elle me parle déjà, maman, est-ce que je peux aller étudier à l'université à Vancouver? Tu vois, elle dit, mais reste à côté de nous, tu veux voyager, tout ça. Tes enfants vont partir, mais ton mari, ta femme, ben, ce sont ces gens-là, c'est cette personne-là qui va rester à côté de toi pour toute ta vie. Alors pourquoi délaisser ça au profit d'autre chose? Mais si on se sent complètement débordé, parce que c'est sûr que des carrières, il y en a qui prennent énormément, qui te bouffent littéralement tout ton temps.
Et comme tu disais tout à l'heure, si on sent que notre limite, elle est déjà atteinte, il faut vraiment revoir à la baisse. Il ne faut pas attendre que ça se dégrade et puis que notre conjoint soit complètement écœuré, puis que ça ait des conséquences dramatiques. Parce que là, on aura des gros regrets. Et puis concernant la sexualité aussi, je voulais y revenir, c'est que pour une femme qui n'a plus aucun désir sexuel, je pense aussi on peut prier pour ça, parce que c'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose qui a été éteint, peut-être à cause de la fatigue, de la routine, le stress, etc. Et c'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est pas quelque chose qui a été enlevé, c'est quelque chose qui a été éteint. Et puis c'est légitime quelquefois, peut-être qu'on n'ose pas faire ce genre de prière parce que ça semble bizarre. On n'est pas obligé de les faire à haute voix dans l'église. À la réunion de prière du mercredi soir. Mais on peut le dire vraiment au Seigneur, je veux être une bonne épouse et puis je veux pas le faire juste par obligation. Je veux aimer mon mari vraiment de tout mon cœur et lui donner ce que j'ai de meilleur et j'aimerais avoir cette sexualité épanouie. Vraiment, redonne-moi ces désirs, réveille en moi l'amour et je pense que Dieu peut, je suis sûre que Dieu peut faire quelque chose de formidable et c'est nous qui allons être changés, c'est pas notre mari qui aura moins de désirs, moins d'attentes et tout ça. Et puis finalement, le couple n'en sera que plus épanoui. Mais on prie pour tout finalement dans notre vie. Et puis faut oser prier pour ça si c'est un besoin, si c'est une source de souffrance, parce que c'est pas normal en tant qu'épouse de n'avoir aucun désir sexuel. On peut dire la femme en a moins, mais la femme n'est pas censée ne pas en avoir du tout. La femme mariée d'être non, jamais. Je peux vivre sans. On pourrait faire chambre à part. C'est pas normal. C'est pas la volonté parfaite de Dieu. Donc faut pas hésiter à prier et puis à demander à Dieu de nous aider. Mais faut prier pour ça, puis il faut aussi faire ce qu'il faut, parce qu'on sait que la première chose qui... Et qu'est-ce qu'il faut faire Réécouter les émissions qu'on a fait sur le stress, parce que une mauvaise gestion du stress, une des premières conséquences, c'est la disparition de la libido, ou un affaiblissement de la libido. Donc si vous êtes stressé, vous allez... Faire un peu de trampoline. Mais tu rigoles, mais c'est pas stupide. Ça donne vous allez... Je sais pas... on avait parlé de l'épuisement surrénalien quand on a fait les émissions sur le stress et sur l'épuisement. Et la première chose qui va souffrir, c'est la libido chez la femme. Donc, si vous voulez prendre soin de votre mari, mettez-le en prière et faites aussi. Là, il y a des femmes après l'émission qui ont laissé des commentaires. Je me suis acheté un trampoline, mais alors là, c'est tous les hommes qui vont acheter un trampoline. Vas-y. Mais c'est pas que le trampoline, mais ça en fait partie parce que ça aide à remonter les niveaux d'énergie, de forme. Et une femme en forme, elle va avoir une libido qui remonte. Si la libido a pris une grosse débarque chez vous, c'est que vous êtes épuisé. Reposez-vous, mais reposez-vous intelligemment. Faites ce qu'il faut, prenez des suppléments alimentaires, faites du trampoline, faites ce que vous voulez, mais réécoutez les émissions sur le stress. Mais c'est vraiment une des premières conséquences du stress chez les femmes, c'est la libido. Et par rapport aux enfants, vite fait, pour terminer, on a surtout parlé du couple, mais bon, tu as dit les enfants partent, le mari reste. Donc, par rapport aux enfants, on en a parlé quand même pas mal. Mais c'est ça, quand on rate tous les anniversaires, bon, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, c'est pas bien, c'est pas censé arriver. Mais il y a quand même une façon de faire, il y a des priorités. Je pense qu'on doit, sans être rigide, mais qu'on doit se fixer comme des règles de vie, une certaine discipline. Il y a des choses, ça pour moi c'est important et ça je veux le vivre avec mes enfants et ça peut être, en fait il n'y a pas de règles préétablies pour ça, mais pour une maman ça peut être, moi je vais amener mes enfants à l'école le matin, je ne veux pas les réveiller à 6h comme toi tu disais Mathilde, mais pour d'autres ça va être autre chose, ça va être je veux pouvoir ne pas travailler le samedi et il y en a d'autres peuvent s'arranger autrement, mais là encore comment réussir à inclure nos enfants, à développer une vraie relation avec eux sans qu'eux-mêmes se sentent délaissés au profit d'une carrière. Mais c'est sûr que dépendamment de l'âge de nos enfants, les enfants savent aussi que maman travaille. Ok, maman peut peut-être pas être là à midi parce qu'elle travaille, mais quand maman est à la maison, elle est 100% à la maison. Moi, par exemple, je ne parle pas au téléphone à la maison. Si j'ai un appel à faire, je le fais sur le Bluetooth dans la voiture pendant que je suis en train de sur mes heures de travail. Ne réponds pas Donc, ce qui fait que quand je suis à la maison, je suis 100% avec mes enfants. Et mes journées de congé, mes week-ends, c'est du temps qu'on passe avec les enfants. Et les enfants, et même nous-mêmes en tant qu'adultes,
on ne se rappelle pas de toute notre vie d'enfance, mais on se rappelle des souvenirs. On se rappelle des moments forts quand on est allé avec papa prendre une glace ou quand on est allé faire une activité quelconque. Donc, de vraiment de valoriser ça, donc de faire un effort conscient de faire ce genre de choses et aussi d'inclure nos enfants dans toutes nos activités et de prioriser nos enfants. Quand on les priorise, nous-mêmes, dans la gestion de notre horaire, on va pouvoir créer du temps pour eux, pour passer du temps avec eux. On les casse pas comme, ok, bah là, il me reste un peu de temps, donc là, peut-être qu'éventuellement, je pourrais passer du temps avec eux. Non, il faut les montrer qu'ils sont prioritaires. Comme je dis, juste le fait de ne pas être au téléphone. Des mamans qui sont au téléphone toute la soirée, ben oui, tu es avec ton enfant, mais tu n'es pas vraiment avec ton enfant. Bah, oui, tu es là. De passer du temps avec eux consciemment, de les mettre en avant, c'est vraiment très important parce que les enfants vont s'en rappeler de ça. C'est pas vraiment ce qu'ils ont vécu, mais c'est comment ils se sont sentis. Et quand on grandit, c'est ça, c'est les sensations, c'est comment on s'est senti. Si on s'est senti en sécurité, on s'est senti aimé. C'est ça qui importe, de ne pas penser que parce que je t'ai acheté le nouveau iPad, ça remplacera jamais le temps. Laisse tomber les heures supplémentaires pour avoir l'argent pour acheter l'iPad. Tu viens rester à la maison, puis vous allez juste moi, j'ai entendu une femme, elle avait dans les 40 ans, puis elle disait, moi, mon père, j'ai presque pas vu. Et puis, elle faisait ce constat-là à sa maman. Puis, elle dit, oui, mais tu sais, il travaillait, puis c'est ça qui payait les vacances. Elle dit, franchement, j'aurais préféré ne pas partir en vacances et puis le voir plus régulièrement plutôt que de le voir 2 semaines dans l'année. Et puis de me dire, il a travaillé pour ça, ça n'en valait pas la peine. Puis tu vois, c'était la parole d'une enfant devenue adulte. Et c'est ça qui reste. Je me dis, ça fait mal après en tant que parent. Je pense quand t'es à la retraite et de te dire, je suis peut-être passée à côté de. Il ne faut pas les prendre pour acquis, ils ne sont pas des meubles. Exactement. Non, puis l'enfance, ça passe vite. Hein. Je l'ai déjà dit dans une émission, mais j'avais dans mon entourage une femme comme ça qui a fait carrière. Et puis à un moment donné, il y a eu une fusion. Les entreprises ont dû jeter du monde dehors. Et elle a été jetée dehors. Et puis elle en a fait une dépression parce qu'elle n'a pas vu ses enfants grandir pour investir dans un travail qui ne lui a pas donné l'avancement qu'elle voulait. Et les enfants étaient devenus de grands adolescents, presque adultes. Puis elle pleurait, elle disait, mais je ne les ai pas vus grandir. Elle partait à 7h30 le matin, rentrait à 8h le soir. Donc c'est pas elle qui les a élevés, ils n'ont pas vu leur maman du tout. Puis après, c'est fichu, là, l'enfance ne revient pas. Donc il faut vraiment savoir mettre ses priorités et puis faire ses choix d'une manière éclairée. Et de ne pas se cacher derrière des fausses excuses, comme tu disais, je lui ai payé un iPad, donc ça justifie mon absence. Il faut être honnête, le temps de qualité, c'est tellement important. Et c'est ça qui va construire cette relation. Et même un jour de qualité dans la semaine, ça vaut mieux que 5 jours de fausses présentes, finalement. Donc merci beaucoup, mesdames. On se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, comment concilier la carrière et la vie spirituelle. Donc vous ne voulez pas manquer ça, c'est sûr. À demain pour une prochaine émission. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.